Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Polestar 2 Long Range Single Motor, c'est-à-dire grande autonomie à un seul moteur. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Des Polestar 2, la marque sino-suédoise projetait d'en vendre 20 000 l'an dernier, tout marché confondu. Au final, on est proche des 30 000. Cette voiture qui s'ouvre petit à petit à de nouveaux marchés est donc un vrai succès. Alors vous le savez, en France, la marque n'est pas vendue en raison d'un conflit qui oppose Polestar à Citroën. Citroën jugeant le logo de Polestar trop proche des logos Citroën et DS. Tout ça est devant les tribunaux. Espérons que cela puisse se résoudre rapidement, histoire que vous aussi, en France, vous puissiez profiter des qualités, notamment de la Polestar 2. C'était il y a un an et demi environ, le 22 octobre 2020, publication sur Charging Station de l'essai de la Polestar 2. À l'époque, une seule version était disponible, la Launch Edition, l'édition de lancement, tout équipé, donc avec les packs Plus et Pilot. Un essai que vous êtes plus de 160 000 à avoir déjà visionné sur Charging Station et qui est bien sûr toujours disponible ici. J'étais loin de m'imaginer à l'époque que 7 mois plus tard, eh bien, cette Polestar 2, elle serait dans mon garage, puisque c'est la voiture que j'ai choisie pour passer à l'électrique, voiture dans laquelle donc je roule depuis quelques mois maintenant, près d'un an, lorsque je n'ai pas de voiture d'essai. Je la connais donc très bien, cette version de lancement, cette version dual moteur avec 2 moteurs, 408 chevaux et les packs Plus et Pilot. Et d'ailleurs, je vous proposerai comme promis un petit bilan prochainement, bilan sur cette première année, ces 15 000 premiers kilomètres au volant de la Polestar 2, un essai ou plutôt un bilan sans concession. Il y a des plus, il y en a énormément et on va le voir encore avec cette version à simple moteur. Il y a aussi des points négatifs et ça aussi, on va les évoquer. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr la version à un seul moteur et 2 roues motrices. Alors elle est bien sûr moins puissante que la version dual moteur, mais elle est également moins chère et dispose d'une plus grande autonomie que la version la plus puissante. Est-ce toujours, en termes de performance, une vraie Polestar 2? Est-ce que moi qui suis habitué à la version dual moteur, eh bien j'ai ressenti à peu près les mêmes sensations ou pas dans cette version à un seul moteur qui est une traction? Eh bien toutes les réponses à ces questions se trouvent dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, vous le savez, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes plusieurs dizaines à le faire chaque jour, à rejoindre la communauté Charging Station et ça me fait évidemment bien plaisir. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications également pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, on retournera chez Mercedes après l'essai de la classe S très luxueuse il y a quelques semaines. Et bien là, on sera dans un format plus familial avec la déclinaison 100% électrique de la Mercedes GLB, ce sera la Mercedes EQB. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes, je vous en reparle tout à l'heure. Extérieurement, alors on va rentrer dans des critères absolument subjectifs, mais moi cette Polestar 2, elle m'a complètement fait craquer dès sa sortie. Il y a ce bandeau LED à l'arrière avec cette animation quand vous activez ou désactivez la voiture. Il y a ce toit vitré avec la projection du logo Polestar à l'avant, je trouve ça très original. Les rétroviseurs sans encadrement, donc quand vous réglez le rétroviseur, c'est toute la coque qui bouge, c'est pas uniquement la vitre à l'intérieur d'une coque fixe. On a les phares qui sont très Volvo quand même, avec cette signature lumineuse que je trouve très réussie, et puis les phares pixel LED, on en parlera tout à l'heure de cette version en particulier, la calandre, je trouve que cette voiture elle a beaucoup de caractère, beaucoup de présence extérieurement, et puis ce logo Polestar dans la couleur de la carrosserie, ça aussi c'est original. Globalement, je trouve qu'elle a plus de caractère effectivement qu'une certaine Tesla Model 3, et puis mais je comprends que certains préfèrent la Model 3, il n'y a pas de souci, pas de débat là-dessus, franchement c'est très subjectif. Par contre, ce qui n'est pas subjectif, ce qui est très objectif, c'est que forcément, comme elle arrive sur le marché, elle arrive petit à petit sur le marché. Alors en France, pas encore, mais en Belgique, c'est déjà le cas. Mais on en croise beaucoup moins que la Tesla Model 3. Ça veut dire qu'elle est donc un petit peu plus exclusive. On n'en croise pas à tous les coins de rue.
Extérieurement, ce qui différencie cette version à simple moteur de la version dual motor se trouve sur les autocollants qu'on va retrouver au bas des portières à l'avant, à gauche comme à droite. On y trouve la marque et le modèle qui ne sont inscrits nulle part ailleurs sur la voiture. On y trouve également la mention batterie électrique vehicle annonçant que la voiture est 100% électrique et puis la capacité de la batterie et la puissance du moteur, 170 kW sur cette version à simple moteur contre 300 kW sur la version à deux moteurs. Concernant les dimensions, 4,61 m c'est sa longueur, sa largeur c'est 1,86 m, 1,99 m avec les rétroviseurs et sa hauteur 1,48 m. Allez, dites-moi ce que vous en pensez de l'extérieur de cette Polestar 2 dans les commentaires. Comme son nom l'indique, cette version single motor de la Polestar 2 n'accueille donc qu'un seul moteur situé à l'avant. Il entraîne les roues avant. Cette voiture dans cette configuration est donc une traction. C'est un moteur synchrone à aimant permanent qui développe, je vous le disais, 170 kW. Alors qu'est-ce que ça donne en chevaux? Eh bien c'est 231 chevaux, c'est-à-dire la même valeur que la version d'entrée de gamme avec une plus petite batterie. On parlera de la batterie dans un instant, mais c'est 177 chevaux de moins que la version dual motor et c'est 408 chevaux. Au niveau des performances, le couple 330 Nm, c'est la moitié du couple de la version dual motor. Et puis au niveau du 0 à 100, il est réalisé en 7,4 secondes avec cette configuration, la même d'ailleurs qu'avec la plus petite batterie, la version d'entrée de gamme, 7,4. Si on inverse les deux chiffres, ça donne 4,7 et ça c'est la valeur pour la version dual motor que je connais bien. Donc ça fait une sacrée différence, 4,7 à 7,4 en termes d'accélération. Moi qui connais bien justement la version dual motor, qu'est-ce que ça a donné cette semaine en termes de sensations, en termes d'agrément de conduite au volant de cette voiture moins puissante avec un seul moteur? La réponse tout à l'heure sur la route. Pour alimenter son moteur électrique, cette Polestar 2 single motor dispose d'une batterie d'une capacité brute de 78 kWh, soit à peu près 75 kWh utile, batterie située sous le plancher évidemment. C'est la même batterie, la même capacité de batterie que la version dual motor qui doit permettre à cette voiture plus de kilomètres sur une seule charge, c'est-à-dire 540 km, soit 60 de plus que la version à deux moteurs, et ça compte. Notez qu'il existe également une version avec une batterie plus petite qui devait jusqu'il y a peu se contenter d'une capacité de 64 kWh. Depuis quelques semaines maintenant, la voiture a gagné 5 kWh sur le configurateur en ligne de Polestar et est donc passée de 64 à 69 kWh de capacité. Ça permet du coup à cette voiture de revendiquer une autonomie sur une seule charge qui n'est plus de 440 mais de 470 km. C'est toujours ça de prix. Pour recharger la batterie de cette voiture, ça se passe à l'arrière, du côté gauche, vous le voyez, avec sous la trappe un connecteur de type 2 tout d'abord pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Ce connecteur de type 2, il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW. C'est la norme en 2022 et sur une borne dédiée, ça vous permettra de recharger complètement la batterie de cette voiture en 8 heures à peu près, c'est-à-dire le temps d'une journée de travail ou d'une nuit de sommeil. Vous pouvez bien sûr recharger également sur le courant continu via cette combinaison de deux connecteurs, ce combo CCS, ce connecteur combo CCS comme on dit, et sur le courant continu, la voiture va accepter 155 kW de puissance de recharge, c'est-à-dire la même chose que la version à 4 roues motrices, mais c'est supérieur à ce que la version avec la plus petite batterie accepte, puisqu'elle accepte seulement 116 kW de puissance de recharge, mais comme la batterie est plus petite, finalement au niveau du temps de recharge, ce sera la même chose, c'est-à-dire à peu près 35 minutes pour passer de 0 à 80% de capacité de batterie. Avant de s'intéresser à l'intérieur de cette Polestar 2, direction le coffre. Alors pour l'ouverture, c'est un peu bas avec la main, mais vous pouvez aussi ouvrir avec le pied. Notez que contrairement à la Tesla Model 3, on a un vrai haillon sur cette voiture, ce qui en termes de praticité au quotidien est quand même un vrai plus. Au niveau de la capacité par contre, c'est pas terrible. 405 litres avec la banquette arrière en place, 1095 litres avec la banquette arrière fractionnable complètement rabattue. Alors 405 litres dont 41 qui vont se trouver sous le plancher du coffre, histoire de glisser par exemple les câbles de recharge. Dans le pack plus disponible donc en option, vous allez retrouver entre autres cette petite tablette qui peut se relever, qui est très Volvo, on la retrouve chez Volvo également, tablette qui peut se relever pour caser les courses par exemple. Il y a des crochets, il y en a deux, il y a une sangle également, et je peux vous dire qu'au quotidien c'est vraiment très pratique. Alors 405 litres ici, 1095 avec la banquette complètement rabattue, mais il y a une bonne nouvelle à l'avant. Oui, cette voiture dispose bien d'un frunk, un coffre à l'avant, capacité du frunk 35 litres supplémentaires,
35 litres, c'est pas gigantesque, mais ça peut toujours dépanner, notamment si vous pensez que placer sous le plancher du coffre les câbles de recharge, c'est pas très pratique, surtout une fois que le coffre est chargé, eh bien placez-les à l'avant, ce sera beaucoup plus simple. Autre possibilité, une fois que vous avez un coffre à l'avant, évidemment, c'est y placer tout ce qui est un petit peu odorant. Vous allez chercher un McDo, vous allez chercher une portion de frites, vous n'allez pas laisser ça dans l'habitacle, sinon le lendemain matin, vous allez vous souvenir de ce que vous avez mangé la veille, glissez ça dans le frunk et vous êtes tranquille. Cette Polestar 2, elle utilise la plateforme de la Volvo XC40 et ça, c'est un inconvénient. Pourquoi? Eh bien parce qu'en n'utilisant pas une plateforme spécifique, alors que c'est une voiture 100% électrique, en utilisant une plateforme d'une voiture qui est disponible également en version essence et diesel, eh bien on ne va pas maximiser l'espace intérieur et notamment l'espace disponible ici à l'arrière. Je me trouve derrière le siège avant qui est réglé comme pour moi, 1,90 m. Certains diront c'est grand, qui met 1,90 m derrière 1,90 m? C'est juste pour vous montrer dans un instant d'ailleurs Zoé vous montrera qu'avec une taille un petit peu moins importante, eh bien ça passe nettement mieux. Mais voilà, pour 1,90 m, certaines s'en sortent beaucoup mieux que celle-ci. Ici 1,90 m à l'avant et à l'arrière, vous le voyez, impossible pour moi de glisser mes genoux derrière le siège. Je dois les placer de part et d'autre du siège avant. De même qu'en hauteur, eh bien le siège avant forcément il est réglé plutôt bas pour pouvoir être confortable à l'avant. Et en l'occurrence, j'ai vraiment beaucoup de mal à glisser les pieds en dessous du siège avant et en plus en hauteur ici, c'est pas génial, si je me mets droit, je touche le pavillon. Autrement dit, 1,90 m à l'arrière, c'est vraiment très compliqué. Certainement derrière 1,90 m, mais bon, ça n'arrivera peut-être pas tous les jours. Mais clairement, on sent qu'on est dans une voiture qui ne privilégie pas l'espace à l'arrière. On est dans une voiture qui est de conception, en tout cas au niveau de la plateforme, qui n'est pas optimisée pour une voiture 100% électrique. Ça, c'est le seul petit bémol par rapport à cette Polestar 2, donc l'utilisation de cette plateforme de la Volvo XC40. Pour le reste, en termes d'utilisation, en termes d'agrément à l'arrière, eh bien on dispose des sièges arrière chauffants sur cette version, c'est pas le cas sur toutes les versions. On dispose également de deux prises USB-C, une prise USB-C par place principale à l'arrière, et pour le reste on est pas mal installé, donc des gabarits moins imposants, ça posera évidemment pas de problème. Et puis c'est surtout à l'arrière qu'on profite le plus de ce grand toit vitré. On a donc ici évidemment l'accoudoir également, vous voyez j'ai du mal à la baisser parce que voilà ça vient coincer sur la cuisse. Cet accoudoir qui dispose évidemment de deux porte-gobelets. Pour le reste, voilà, bilan un petit peu mitigé, plus que mitigé, je dirais, à l'arrière de cette voiture. C'est pas celle que vous devez choisir si vous avez des grands adolescents. Pour ma part, avec mon 1,78 m à l'arrière et le siège avant réglé comme pour moi, j'ai beaucoup de place pour les jambes. Par contre, au niveau de la tête, j'ai 2 cm, pas plus. Bienvenue à bord de cette Polestar 2. Alors ceux qui connaissent et apprécient l'univers de Volvo ne seront pas dépaysés en s'installant au volant d'une Polestar 2. D'abord parce que certains éléments sont ni plus ni moins que des éléments qu'on retrouve tels quels dans les voitures de la marque suédoise. Le volant, les commodos, les commandes sur les portières n'étant que 3 exemples parmi tant d'autres. Mais aussi de manière plus globale parce que les associations de matières, l'ambiance générale qui se dégage de cet intérieur évoquent les intérieurs de chez Volvo. Les assemblages sont de qualité dans cette voiture et au niveau des matériaux, globalement, c'est plutôt cosy. Il y a ce tissu qu'on va retrouver sur le tableau de bord face aux passagers. Il y a la partie supérieure de la planche de bord qui est moussée du plus bel effet. Il y a les revêtements des sièges, appelés Wiftech dans cette voiture d'essai. On y reviendra sur la route tout à l'heure. Concernant les parties inférieures et notamment autour de l'imposante console centrale, ça fait un peu moins cosy, il faut bien le dire, mais ça passe. Petit regret cependant, il n'y a pas de revêtement moussé ici à l'endroit où on va poser le genou. C'est dur ici sur la console centrale. Et c'est dommage. Autour du sélecteur de vitesse, le piano black, très exposé aux traces et aux griffures, c'est dommage. Cela dit, du piano black dans cette voiture, il n'y en a pas autant que dans une Audi, et c'est tant mieux. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. Avant de décrire le système d'infodivertissement Android Automotive qu'on retrouve dans cette voiture, ce sera dans un instant, eh bien, faisons le tour du tableau de bord de cette voiture, faisons le tour de l'intérieur et des commandes qui sont disponibles. Alors, au niveau de la portière conducteur, on a la poignée d'ouverture en position supérieure, on a les vitres et rétroviseurs électriques ainsi que la sécurité enfant à l'arrière, ensuite au niveau de l'accoudoir, et puis 2 mémoires de sièges électriques plus bas au niveau du vide-poche. À gauche du volant sur le tableau de bord, l'intensité de l'éclairage des écrans et l'ouverture fermée électrique du coffre. Le volant, lui, est à réglage manuel. C'est dommage. Avec un volant à commande électrique, comme il est possible de définir des profils utilisateurs dans cette voiture, on le verra, eh bien, on aurait pu avoir un enregistrement total de la position de chacun avec siège, rétroviseur et volant
Là, il faut régler le volant de manière manuelle. À gauche, sur le volant, la gestion des aides à la conduite. Sur la partie de droite, on va retrouver la gestion de l'affichage de l'écran instrument sur lequel on revient dans un instant, ainsi que la commande vocale et la gestion des fonctions audio. Au niveau des commodos, derrière le volant, à gauche, clignotant, phare, appel de phare et la position auto du basculement des feux de route au feu de croisement, qui reste d'ailleurs en mémoire d'un trajet à l'autre, c'est un bon point. Et à droite, essuie-glace avec une position auto qui, elle aussi, reste bien en mémoire d'un trajet à l'autre, c'est top. Alors, derrière le volant, premier écran, l'écran instrument d'une diagonale de 12,3 pouces, dont l'affichage est personnalisable depuis la partie de droite du volant, on l'a dit, c'est avec en fait ce petit bouton. Petit bouton qu'on va retrouver ici. Pour ça, je vais réveiller la voiture. Voilà, on va la mettre en position drive pour avoir l'écran de base. Voilà. Et l'écran de base, c'est celui-ci. Celui-ci, si on a envie d'y retrouver la navigation, on peut aussi cliquer ici. Voilà, et dans ce cas-là, on a un affichage plus minimaliste, en tout cas un affichage qui met en avant davantage de fonctions que la simple fonction de navigation. Donc si vous avez l'habitude de ne pas utiliser la navigation, vous préférerez sans doute cet environnement-ci. Si vous aimez utiliser la navigation quand vous roulez, navigation qui est très bien faite, on va en parler dans un instant, eh bien vous utiliserez davantage cette vue-ci. Il y avait auparavant une troisième vue qui était une vue totalement épurée, mais cette vue a été complètement écartée, on ne la retrouve plus. Donc maintenant, accès à deux vues, vue large et vue plus restreinte, en tout cas vue avec ou vue sans la navigation. Pas d'affichage tête haute dans cette voiture, c'est dommage pour les amateurs de cet équipement, d'autant que maintenant la réalité virtuelle s'invite de plus en plus sur certains modèles, ce qui ouvre à pas mal de possibilités. Ce ne sera pas le cas dans cette Polestar 2. Le deuxième écran, on va y revenir dans un instant, c'est l'écran d'infodivertissement. Il mesure 11,15 pouces de diamètre. Sous l'écran d'infodivertissement à gauche, la zone de recharge par induction et à droite, sous les petits caches, eh bien, deux prises USB-C. Petit bémol à l'usage, le fait de poser le téléphone sur le chargeur par induction le rend inutilisable puisqu'il est orienté vers l'avant de la voiture. Si on veut utiliser Waze ou iCoyote par exemple, et comme Apple CarPlay n'est toujours pas disponible à ce jour sur la Polestar 2, eh bien vous n'avez d'autre choix que d'ajouter un inesthétique support que vous viendrez glisser éventuellement sur le tableau de bord ou dans les ouïes d'aération. C'est pas toujours esthétique, c'est dommage. Sur le site internet de Polestar, CarPlay est prévu pour ce printemps 2022, mais bon, il y a déjà eu pas mal de reports. Et donc je le croirai quand je le verrai. La console centrale ensuite avec des boutons physiques. En partie centrale, le contrôle du volume ici. On a ensuite à gauche les feux de détresse et à droite le désembuage à l'avant et à l'arrière. Un sélecteur de vitesse ensuite, plutôt réussi, esthétiquement en tout cas, avec le petit bouton P qui se trouve derrière. On a ensuite un porte-gobelet, un seul porte-gobelet, mais où est le deuxième, vous me direz? Eh bien, il se trouve dans le petit accoudoir central qui est coulissant, avec possibilité de retirer ce deuxième porte-gobelet pour gagner un petit peu de place. Notez également la présence de micro-rangements de part et d'autre de la console. Ici à gauche, c'est également le cas à droite pour stocker par exemple de la petite microfibre bien utile pour nettoyer régulièrement l'écran d'infodivertissement ou pour glisser un étui à lunettes ou encore une carte de recharge. Je l'ai déjà dit il y a un instant, cette console centrale elle est très massive. Le rapport encombrement-capacité de rangement de cette console centrale il est franchement défavorable puisqu'elle prend énormément de place sans offrir beaucoup d'espace de rangement. À revoir peut-être dans une future mise à niveau si c'est possible en tout cas, puisqu'on le sait ici dans la partie centrale se trouve également une partie de la zone consacrée à la batterie. Donc voilà, je ne sais pas si on pourrait libérer un petit peu de place, mais en tout cas, ce serait vraiment pas mal. Avant de prendre le volant, je voulais vous parler du système d'infodivertissement de cette voiture, système spécifique Android Automotive. Alors à ne pas confondre avec Android Auto. Android Auto et Apple CarPlay, c'est simplement la projection sur l'écran d'infodivertissement d'applications qui se trouve dans votre téléphone. Ici, c'est pas du tout ça. Android Automotive, c'est un système qui va entièrement piloter la voiture, qui va complètement gérer en fait la partie électronique de la voiture, que ce soit l'écran instrument, l'écran d'infodivertissement et toutes les liaisons avec les parties vitales de la voiture, la batterie, etc., etc. Donc on a vraiment un système complet de pilotage de la voiture, utilisé donc sur cette Polestar 2, utilisé donc également sur toutes les nouvelles voitures du groupe Stellantis, donc ça va faire beaucoup de marques, Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, etc. Ils ont décidé également de passer à Android Automotive, en tout cas pour certaines de leurs productions, on verra lesquelles dans le futur. Donc c'est un système qui est très innovant, très évolutif également, puisqu'on a accès au Play Store de Google. Ici
en dessous et via ce Play Store de Google, eh bien, on va pouvoir avoir de plus en plus d'applications disponibles qui seront programmées voilà, pour telle ou telle voiture qui utilise Android Automotive. Donc c'est vraiment un système qui est je pense très prometteur qui évitera aux constructeurs de développer eux-mêmes un système d'infodivertissement. On sait que les systèmes sont devenus de plus en plus complexes, de plus en plus compliqués en fait dans les voitures et c'est vrai que certaines marques vont y mettre les moyens. Celles qui n'ont pas envie ou pas les moyens eh bien, vont pouvoir utiliser ce système tout en un petit peu comme ce qu'on retrouve dans la téléphonie avec votre téléphone portable. Si c'est Apple, c'est le système d'Apple. Si c'est une autre marque qu'Apple, ce sera le système de Google et donc qui sera personnalisé avec une surcouche pour donner le look and feel propre à chaque marque. Ici, c'est exactement ce qui se produit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est l'écran de base. Celui qu'on va retrouver en poussant sur la petite barre en dessous, c'est l'écran par défaut. L'écran par défaut sur lequel il y a d'office 4 tuiles que vous allez pouvoir organiser comme vous voulez. Alors ici, on a Maps par exemple. Ici, on a l'assistant Google qui est un des meilleurs assistants disponibles sur le marché. L'assistant Google qui peut faire plein de choses, comme par exemple vous raconter une blague. Si. Ok Google. Raconte-moi une blague. Je garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste? On dit qu'il se console. Voilà, c'est pas toujours les meilleures blagues, mais en tout cas, je peux vous dire que ça fait bien rire les enfants. Système donc très chouette, l'assistant Google, Google Maps. Là aussi, hein, c'est le meilleur, l'une des meilleures solutions de cartographie. Google Maps qu'on va retrouver ici dans cette voiture, possibilité de connecter évidemment votre téléphone. Et là, on a la radio. Alors, en partie inférieure, on va commencer par là. On a systématiquement les commandes de chauffage et climatisation qui sont là. Donc c'est bien parce qu'on peut, en posant la main ici sur la console centrale, y avoir accès de manière assez facile. On a les sièges chauffants ici à gauche et à droite, volant chauffant également. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. On a possibilité évidemment d'accéder au menu ici, menu plus complet. Là, il est en position automatique. Vous pouvez passer en position manuelle. On a ici le chauffage de stationnement. Je pars assez tôt le matin, vous le voyez. On peut le programmer ici ou via l'application. Et puis les paramètres de chauffage du siège conducteur. On peut chauffer automatiquement le siège conducteur quand il fait froid, de manière faible, moyen, élevé ou désactivé. Également pour le siège passager, le volant chauffant également, capteur de l'air, des embuages automatiques à l'arrière et minuterie pour la recirculation pour éviter de l'oublier et donc d'avoir de la buée. Voilà, donc ça c'est pour le menu climatisation en tant que tel. On va revenir, je le disais ici, voilà, sur le menu principal. Sur ce menu principal, on va y retrouver absolument ce qu'on veut, hein, tout est personnalisable. En partie supérieure, on aura l'appel du menu caméra. Alors, je l'ai déjà dit sur cette voiture, c'est dommage, vous voyez, il y a pas mal d'angles morts. Ici, on ne le voit pas trop, en fait, quand on est très proche, notamment au niveau des coins. Hein. Il y a pas mal de zones grisées. C'est un petit peu dommage, on aurait aimé une définition un petit peu plus précise. Globalement, ça manque un peu de précision, alors que c'est un affichage qui est bien grand, mais qui manque un petit peu de précision. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors, on peut naviguer vers l'une ou l'autre vue. On est sur la 360, ou bien à gauche, ou bien à droite, ou bien devant, ou bien derrière. Et on a évidemment disponible les capteurs de stationnement et le freinage automatique arrière. Quand vous avez quelqu'un qui passe derrière vous alors que vous faites une marche arrière, la voiture le détecte et freine automatiquement pour éviter une collision. Donc ça, c'est le menu. Ici, le menu caméra. On a ensuite le menu de conduite avec la sensation au volant. On en reparlera sur la route tout à l'heure. L'ESC, donc le contrôle de stabilité. Le One Pedal Drive, on en reparlera également. Et la vitesse extra lente, là aussi, on en reparlera sur la route. Au niveau des assistances, aide à la conduite, le cruise control. Alors, vous pouvez ici déterminer si c'est adaptatif, cruise control simple, donc il ne va pas s'adapter à la voiture qui est devant vous, ou bien limiteur de vitesse. Ici, l'assistant de maintien dans la voie, l'avertissement de pause, ici la signalétique routière, ici l'évitement de collision qui est sur standard, l'avertisseur d'angle mort et la notification prêt à conduire. Alors ça, c'est une des évolutions qu'on vient d'avoir sur la dernière mise à jour. Prêt à conduire, ça veut dire quoi? Vous êtes arrêté au feu rouge derrière quelqu'un, la voiture devant vous démarre, vous êtes un petit peu distrait, vous ne démarrez pas tout de suite, la voiture vous dit tout doute, attention, la voiture devant vient de démarrer et donc vous pouvez à ce moment
moment-là vous rendre compte que la voiture devant vous a démarré et vous démarrez vous-même. Ici, eh bien, on a la partie charge. La voiture est chargée pour l'instant à 71% et on peut déterminer eh bien, où on va mettre le curseur de recharge. On va le mettre à 90. Pourquoi? Parce que Polestar recommande 90% pour préserver la durée de vie de la batterie. Vous pouvez régler évidemment par rapport à l'ampérage, etc. Vous pouvez déconnecter le câble de recharge ici ou accéder à la planification de recharge. Voilà, pour commencer et arrêter la charge si vous voulez charger la nuit par exemple pour profiter d'un tarif plus avantageux. Dans le plus ici, on va retrouver d'autres fonctions qui sont personnalisables. Statut véhicule, ben, pour l'instant j'imagine que tout va bien. Voilà, tout va bien. C'est là que vous pouvez enregistrer la pression des pneus également. Ça vous dit également quand vous devez aller faire l'entretien, en l'occurrence ici dans 473 jours ou 23 108 km. On a ensuite le verrouillage, comment la voiture doit se comporter quand vous la verrouillez ou déverrouillez. L'éclairage intérieur, intensité de l'éclairage intérieur et de l'éclairage d'ambiance. L'éclairage extérieur également, comment doit se comporter l'éclairage extérieur. Les rétroviseurs, ici, alors les rétroviseurs ont la possibilité de s'abaisser pour que vous puissiez voir la route ou le trottoir, que ce soit pour le conducteur et ou pour le passager, vous le voyez ici. Là, en l'occurrence, c'est réglé sur les deux. Et puis les essuie-glaces avec une position d'entretien et la mémoire du détecteur de pluie. Donc ça, c'est pour le menu plus, donc les 4 menus qui sont disponibles ici sous la petite voiture. On revient au menu de base. On a ensuite, je vais passer directement là tout au bout, eh bien, les profils disponibles. Profil que vous pouvez enregistrer. J'ai le profil Olivier utilisateur. Ici, on a un autre profil, le profil voiture de presse de Polestar Belgique. Et vous pouvez ajouter autant de profils que vous le souhaitez. Une fois que vous avez accédé à votre profil, vous pouvez eh bien, procéder au réglage de Digital Key et aux fonctions distantes. Donc ça, c'est par rapport au téléphone et la possibilité de vous servir du téléphone comme d'une clé pour verrouiller et déverrouiller la voiture. Verrouillage de l'écran, les comptes auxquels vous êtes connecté. Là, j'ai juste mon compte Google, ce qui m'a permis dans cette voiture d'essai de retrouver tous mes favoris Google et notamment mes adresses préférées, etc. dans la navigation. Vous pouvez connecter votre compte Polestar également. Vous pouvez connecter votre compte Spotify également. Tout ça apparaîtra ici. Voilà, alors je reviens sur le menu de base, ici en dessous, et je vais vous détailler la dernière partie, la partie ici, qui est consacrée, vous le voyez, eh bien, à ces fameuses applications que vous allez pouvoir télécharger. Alors par exemple, par défaut, il n'y a pas l'application Vivaldi Browser, qui est le nouveau navigateur internet disponible dans la Polestar. Il n'y a pas non plus le radio player qui vous permet de retrouver les radios de manière digitale, les radios que vous retrouvez dans votre zone de diffusion. Eh bien, vous pouvez les télécharger, c'est ce que j'ai fait, et vous pouvez les mettre dans la case que vous voulez, ce qui aura une incidence sur la manière de les retrouver ici. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. On a ici le menu de paramètres liés au réseau et Internet, Bluetooth, les paramètres sonores, l'écran, l'assistant et la saisie vocale, comment doit se comporter le Google Assistant, confidentialité, partage des données, etc. Et les paramètres système, les paramètres plus profonds. Et puis alors, vous le voyez, on va revenir ici, il y a aussi le mode d'emploi qui est disponible de manière digitale. On va revenir ici et là, on a la chance d'avoir quelque chose qui s'affiche de temps en temps, c'est ce petit nuage avec un point d'exclamation. C'est quoi? Eh bien, c'est précisément chaque fois qu'une mise à jour OTA est disponible, une mise à jour over the air, donc une mise à jour sans devoir aller chez le garagiste. À ce propos d'ailleurs, les garages que vous visiterez avec cette Polestar, ce sont bien sûr les garages Volvo qui effectueront les réparations et les entretiens. Alors, si je descends ici, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Mise à jour logiciel prête à installer. Et alors là, je ne peux pas le cliquer dessus, mais si je vais dans les paramètres, je ne vais pas y aller maintenant, mais si je vais dans les paramètres de mise à jour, là, je peux voir tous les détails sur ce qui va être installé. C'est la mise à jour 1.9 en fait qui était attendue. Il y a une mise à jour par mois à peu près qui est proposée, avec chaque fois des petites améliorations, visibles ou non visibles. Parmi les améliorations de temps en temps, eh bien, on a des fonctions qui apparaissent. C'était le cas dans ce que je vous disais tout à l'heure. C'était le cas, voilà, c'était ici, dans Assist, voilà, notification prêt à conduire, je vous disais, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui existe maintenant. Et il y a quantité de choses qui vont apparaître comme ça. L'une des prochaines choses qui devrait apparaître, c'est donc Apple CarPlay qui devrait arriver prochainement. Voilà, je pense qu'on a fait un descriptif très complet de ce Android Automotive, système innovant, système qui fonctionne vraiment bien, qui connaît quelques bugs de temps en temps, c'est pas parfait. De temps en temps, il faut redémarrer l'écran d'infodivertissement. Alors, si vous voulez le nettoyer, vous maintenez le petit bouton en bas de l'écran enfoncé
et dans un instant, voilà, mode nettoyage de l'écran qui est actif et vous pouvez le désactiver également. Voilà, en poussant ici en dessous, ça va revenir à la position normale, voilà. Si vous maintenez d'ailleurs, au-delà de ce petit message affiché, si vous maintenez le doigt sur l'écran, eh bien vous allez avoir un redémarrage complet de l'écran d'infodivertissement. Voilà, on a fait le tour complet de ce système, on a fait le tour complet du tableau de bord et de l'intérieur de cette voiture, et maintenant on file sur la route. Pour démarrer, pas de bouton start, le simple fait de vous installer au volant réveille la voiture, pied sur le frein, vous tirez le sélecteur de vitesse pour passer en mode D et c'est parti. Alors je dois vous faire une petite confidence, dès les premiers tours de roue, quand j'ai récupéré la voiture, j'étais en milieu urbain, eh bien je me suis demandé si cette version était bien la version à 2 roues motrices de 231 chevaux. Moi qui suis habitué à la version de 408 chevaux à 4 roues motrices, j'étais un petit peu perturbé tant cette voiture, cette version donne le change en accélération. Les démarrages sont toujours vifs et très honnêtement en ville, il est vraiment difficile de différencier les deux versions, ou plutôt de trouver un réel avantage à la version à 4 roues motrices. Alors une fois l'accès à l'autoroute atteint, pied au plancher, là on sent bien qu'il y a moins de puissance, mais on est bien loin de conduire un veau, ça reste très vif et donc très agréable, même si c'est pas une fusée contrairement à la version supérieure. Trouver sa position de conduite idéale normalement dans une Volvo, c'est assez évident. J'ai eu une Volvo V60 il y a quelques années, alors que le slogan de la marque était « Designed around you », dessiné autour de vous, et je trouvais que c'était particulièrement vrai. Avec la Polestar 2, malgré toutes les possibilités de réglage offertes par le siège conducteur, j'ai eu plus de mal, et je ne parle pas uniquement de cette voiture avec laquelle je roule depuis une semaine, mais également de la mienne avec laquelle je roule depuis une dizaine de mois maintenant. Il m'arrive encore d'ajuster la position du siège après près d'un an à son volant. Alors je change de voiture toutes les 2 semaines à peu près avec les essais, donc ça n'aide pas à fixer une position, mais tout de même. Concernant les sièges, ils sont à réglage électrique, on l'a vu, de mémoire pour le siège conducteur. Ils sont recouverts de WeaveTech dans cette version d'essai équipée du Pack Plus, qui est un revêtement qui en fait, en plus d'être plutôt valorisant au regard, eh bien, est très facile à entretenir, et ça, quand on a une famille, croyez-moi, ça compte. Disponible dans le pack pilote optionnel, devenu récemment pack pilote light d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien actif dans la voie équipent cette voiture d'essai. Alors si le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne franchement bien, petit bémol concernant le centrage actif sur la voie de circulation qui applique des micro-corrections en permanence dès que la route tourne légèrement, notamment sur des grandes courbes. C'est assez perturbant, des micro-corrections qui ne sont pas très agréables, ni pour le conducteur qui doit évidemment garder les mains sur le volant et donc subir ces micro-corrections, ni pour les passagers que ça peut incommoder sur un plus long trajet. Plus de douceur en la matière eût été la bienvenue. Cette version à 2 roues motrices et 231 chevaux de la Polestar 2, elle accélère évidemment moins fort que la version à 4 roues motrices et 408 chevaux, c'est une évidence. Mais est-ce que ça fait de cette version une sous-Polestar 2 en conduite plus dynamique? Eh bien absolument pas, et ça je peux vous le dire au terme de cette semaine d'essai. Je dirais plutôt que c'est la version à 4 roues motrices qui pourrait être qualifiée de sur-Polestar 2. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. La Polestar 2, celle que j'ai essayée cette semaine avec un seul moteur, c'est une excellente voiture en termes d'agrément, en termes de comportement, performance, et la version à 4 roues motrices, la première disponible, la version de lancement, elle c'est vraiment la sur Polestar 2, la fusée. Les performances, elles sont donc tout à fait satisfaisantes au quotidien dans cet exemplaire ici, dans cette version à 2 roues motrices, et elles invitent même à prendre du plaisir, tant la Polestar 2, même ici en simple traction, est une voiture très équilibrée qui propose un comportement très sain. Le seul bémol, je dirais, c'est une motricité qui est moins convaincante qu'en 4 roues motrices, avec un train avant par lequel doivent passer les 231 chevaux qui est moins précis au démarrage plié au plancher, mais qu'une version à 2 roues motrices soit moins performante en termes de motricité et de précision qu'une transmission intégrale, est-ce vraiment un défaut? C'est plutôt une évidence, d'autant plus que c'est dans des conditions vraiment extrêmes. Alors au final, moi qui suis habitué à la version à 4 roues motrices, j'ai trouvé facilement mes repères de conduite dans cette voiture. Les accélérations sur la bande de lancement ont juste été un petit peu moins vives, je l'ai dit, et le train avant est un petit peu plus joueur qu'en 4 roues motrices. C'est donc assez logique. Pour le reste, dans la conduite de tous les jours et plus si affinité, cette version fait parfaitement l'affaire. La Polestar 2 est une voiture silencieuse et je dois dire que ça participe grandement à l'ambiance franchement premium qu'on ressent à son volant. Bruit de roulement et bruit aérodynamique sont donc parfaitement filtrés. On peut profiter du son de l'installation Harman Kardon Premium Sound dont cette voiture est équipée, qui fait partie du Pack Plus au programme 600 watts de puissance distillée au travers de 13 haut-parleurs. Un régal.
Vous souhaitez tracter une charge, la Polestar 2, moyennant ajout d'un crochet d'attelage disponible en option, crochet d'attelage électrique, vous permettra de tracter une charge freinée de 1500 kg, 1,5 tonnes. C'est plutôt pas mal. Non freinée, ce sera 750 kg. Il n'y a pas à proprement parler de mode de conduite dans cette voiture, mais plutôt une série de réglages dans la partie conduite qui vont vous permettre de façonner votre Polestar 2. La sensation au volant, tout d'abord, qui peut être réglée sur léger, standard ou résistant. Le SC, le contrôle de stabilité qui peut être activé ou non. Le rampage, appelé ici vitesse extra lente, c'est un petit peu étrange mais c'est comme ça, qui peut aussi être activé ou non. Le désactiver en fait reviendra à obtenir la fonction auto hold, c'est-à-dire que la voiture va rester en place au feu rouge quand vous relâchez le frein, ne va pas ramper comme une voiture à boîte de vitesse automatique traditionnelle. Tout ça réglé comme vous le souhaitez vous permettra donc de profiter pleinement des capacités dynamiques de la voiture et quelque part de votre propre mode de conduite. 11,5 mètres, c'est le diamètre de braquage proposé par la Polestar 2. C'est une valeur dans la moyenne, c'est ni bon ni mauvais, ça se reflète dans son utilisation. On n'est jamais surpris, ni positivement ni négativement. On aurait pu espérer qu'en retirant un des deux moteurs électriques dans cette version à un seul moteur, on puisse avoir un rayon de braquage plus réduit. Malheureusement, c'est pas possible parce que le moteur, on l'a retiré à l'arrière, on l'a pas retiré à l'avant. Dans une Volkswagen ID3 par exemple, là le moteur il est par défaut à l'arrière. Et donc on a plus de place à l'avant pour faire tourner les roues et proposer un diamètre de braquage plus réduit. Ici, c'est pas le cas. Le moteur, par défaut, il sera toujours à l'avant, qu'il y en ait un ou deux. Et donc, 11,5 mètres, c'est dans la moyenne, rien à signaler. Contrairement à la plupart des voitures qui récupèrent l'énergie, la Polestar 2 offre une attaque de pédale de frein plutôt franche et ça fait plaisir. C'est devenu tellement rare. Cela dit, moi, la pédale de frein dans la Polestar 2, je l'utilise que très rarement. J'ai compté cette semaine, je m'en suis servi 8 fois. 8 fois sur une semaine d'essai, j'ai poussé sur la pédale de frein. C'est assez incroyable et c'est dû à quoi? C'est dû à l'excellent mode One Pedal Drive. Oui, ce mode One Pedal Drive, la conduite à une pédale proposée par la Polestar 2, c'est l'un des plus convaincants sur le marché. En position standard, le ralentissement provoqué par un lever de pied de l'accélérateur est très intense, si on le souhaite évidemment. Si on lâche l'accélérateur d'un coup, ça permet de n'avoir recours à la pédale de frein que de manière très exceptionnelle. Au quotidien, sans même devoir faire preuve d'une grande anticipation, vous parvenez rapidement à moduler la puissance avec le pied droit, simplement en allant de l'arrêt complet à l'accélération la plus forte. Alors, c'est très perturbant au début, mais ça devient très vite addictif. On se prend au jeu de tenter de ne pas avoir recours à la pédale de frein, ce qui est tout bon pour l'usure des freins, qui devient anecdotique, et la gestion de l'énergie qui, elle, est optimale. Deux possibilités en matière d'éclairage dans cette voiture. Alors, de série, vous avez droit aux phares LED et aux bandeaux LED à l'arrière, dont l'intensité d'ailleurs va varier en fonction de la luminosité, c'est-à-dire qu'elle sera moins puissante, cette intensité, dans l'obscurité et à contrario, plus puissante en plein soleil. La partie centrale des phares à l'avant renferme feu de jour, feu de position et clignotant. Les LED et les réflecteurs qui sont situés en dessous, ce sont les feux de croisement et les feux de route, alors que les 4 LED au-dessus de la signature visuelle, ce sera l'éclairage de l'environnement immédiat de la voiture, donc juste devant la voiture. Non disponible actuellement en raison de la pénurie de semi-conducteurs, mais cette voiture en est équipée, les phares Pixel LED adaptatifs qui font normalement partie du pack Pilot sont une petite merveille de technologie, rendez-vous compte. Chaque phare est composé de 84 pixels LED contrôlés par une caméra qui peuvent donc s'allumer ou s'éteindre de manière individuelle, de manière à proposer à tout moment le meilleur éclairage possible sans éblouir les autres usagers, ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de cette voiture, pour la conclusion de cet essai également, je vous parle consommation et autonomie réelle avec les chiffres qui vous intéressent, chiffres auxquels je suis arrivé durant cette semaine d'essai. Alors l'autonomie théorique de cette version sur une seule charge, c'est 540 km selon la norme WLTP et avec la batterie de 75 kWh utile en cycle mixte évidemment. La température extérieure se situait entre 0 et 15 degrés durant cette semaine d'essai, il faut le savoir. Et puis il faut le savoir également, mes trajets domicile-travail, c'est 70% d'autoroute, c'est important. Alors dans ces conditions, sans avoir cherché à avoir le pied léger, à battre des records, je suis arrivé à une moyenne de 22 kWh au 100 km. 22 kWh au 100 km, c'est 3 à 4 kWh de moins au 100 km que dans ma voiture, c'est-à-dire la version de 408 chevaux à 4 roues motrices, qui en plus ma voiture n'est pas équipée de la pompe à chaleur, ce qui par contre est le cas de cette voiture. Alors avec cette moyenne, la batterie sera vide après 350
150 km environ. En été et ou avec le pied léger, eh bien vous descendrez sans problème sous les 20 kWh au 100, comptez aux alentours de 18 kWh au 100, voire même moins, 16, 17 si vous roulez moins vite. Ça vous permettra d'aller chercher les 400 km réels. Vous irez même au-delà de 400 km dans les meilleures conditions. Voilà qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc plus d'autonomie avec cette version à 2 roues motrices, mais moins de puissance et puis un tarif évidemment qui est plus accessible. Justement, le tarif, on va se retrouver à l'extérieur tout de suite pour en discuter. Avant de passer à la conclusion de cet essai, parlons du prix de cette Polestar 2, pas disponible en France, on l'a dit, pas encore en tout cas, mais disponible en Belgique à partir de 46 900 €. Alors ça, c'est la version à un seul moteur et petite batterie, un prix qui d'ailleurs a augmenté de 1 000 € il y a quelques jours, quelques semaines, suite à l'augmentation, on l'a dit, de la capacité de la batterie de la version de base, passant de 64 à 69 kWh. Si vous ajoutez 3 000 € de plus, eh bien vous avez cette version, c'est-à-dire que vous remplacez la petite batterie par la grosse, et si vous ajoutez encore 4 000 €, eh bien là vous avez en plus un moteur à l'arrière et donc la version dual motor avec toujours la plus grosse batterie. Cette voiture d'essai, c'est donc la voiture intermédiaire dans la gamme, c'est-à-dire la version avec un seul moteur mais la grosse batterie. Elle est équipée des 2 packs disponibles, à savoir le pack Plus qui comprend le toit vitré, l'installation Harman Kardon Premium Sound, la pompe à chaleur, les sièges arrière et le volant chauffant, la recharge par induction, les sièges en WeaveTech hyper facile à entretenir, on l'a dit, etc., etc. Et puis l'autre pack, le pack Pilot, qui est également au programme dans sa version complète ici, c'est-à-dire avec les phares Pixel LED et l'éclairage de virage, non disponible actuellement sur le configurateur en ligne en raison de la pénurie de semi-conducteurs sur le marché mondial. Faisant partie de ce pack Lite qui est proposé actuellement, eh bien on a aussi entre autres la caméra 360, le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien actif dans la voie, l'aide au stationnement latéral avec des capteurs latéraux qui viennent s'ajouter aux 8 capteurs de série pour l'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière. Rendez-vous sur le configurateur en ligne de Polestar pour configurer votre Polestar 2, un moteur, 2 moteurs, avec ou sans les packs, et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, propose des formules de leasing tout compris, c'est-à-dire des formules de location à long terme. Alors c'est connu depuis longtemps auprès des entreprises et des indépendants, le leasing opérationnel, mais le leasing privé, le private lease, c'est plus récent et c'est tout aussi intéressant et particulièrement dans le contexte actuel. Alors le contexte technologique, en passant à la voiture électrique, combien vaudra ma voiture électrique avec l'évolution de la technologie d'année en année, combien vaudra ma voiture électrique dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, je n'en sais rien. La formule Private Lease vous permet de ne pas avoir à vous soucier de ça. Vous signez un contrat, vous payez de la première à la dernière mensualité le même montant et ça c'est le deuxième avantage. Il n'y a pas de surprise non plus, vous ne devez pas sortir plusieurs centaines d'euros de temps en temps en plus de votre budget de remboursement voiture pour changer les pneus, pour des entretiens par exemple. Non, tout ça est compris, donc tout est compris et à la fin, vous avez juste à remettre les clés et la voiture. Donc c'est 2 avantages qui sont énormes dans le contexte technologique et financier actuel. Donc 2 avantages dont vous pouvez profiter si vous optez pour une formule de Private Lease. Rendez-vous donc sur arval.be pour obtenir une offre. N'hésitez pas à les contacter pour demander une offre précise sur un modèle en particulier, que ce soit en Private Lease ou en leasing opérationnel. Et puis si vous nous suivez depuis l'Hexagone, Arval c'est aussi en France, vous le savez, avec des formules qui sont un petit peu différentes, mais tout aussi intéressantes. Rendez-vous pour les découvrir sur arval.fr. Vous trouvez qu'une voiture électrique ou hybride rechargeable neuve, c'est encore trop cher? Vous trouvez qu'en ce moment, les délais de livraison, ils sont juste insupportables? Eh bien, bonne nouvelle, rendez-vous sur Autoscout24. Sur Autoscout24, vous avez accès à plus de 80 000 voitures disponibles immédiatement, dont certaines sont des voitures neuves. Parmi ces voitures neuves, eh bien déjà 1000 voitures proposées sur les 4500 voitures neuves proposées sur Autoscout24, eh bien, sont des voitures électriques, hybrides rechargeables ou 100% électriques. Donc, vous avez de quoi faire votre choix parmi les offres qui sont proposées sur un environnement qui est hyper sécurisé évidemment. Et puis je surfais hier sur autoscout24.be et j'ai découvert quoi? Eh bien la nouvelle homepage, la nouvelle page d'accueil qui est davantage customisée qu'avant et qui en tout cas va vous permettre, va vous afficher des suggestions selon vos préférences. Elle va retenir ce que vous aimez rechercher comme type de voiture et elle va vous proposer du coup des choses qui sont liées à ce que vous aimez et ça c'est vraiment sympa. Et en plus de ça, il y a des raccourcis vers certaines catégories comme les citadines par exemple, mais également, et ça nous intéresse davantage,
avantages ici, raccourci direct vers les voitures 100% électriques. Allez donc découvrir tout ça sur autoscoot24.be. Si vous nous suivez depuis la France, c'est accessible évidemment aussi pour vous sur autoscoot24.fr. En conclusion, cette version de la Polestar 2 avec un seul moteur et la grosse batterie, c'est tous les avantages ou presque de la Polestar 2 Dual Motor, donc la version la plus puissante, avec en plus davantage d'autonomie et le tout pour moins cher. Alors, seule concession, les performances évidemment qui sont en retrait par rapport à la version Dual Motor, puisqu'on passe de 408 chevaux à 231 chevaux, il n'y a pas de miracle. Cela dit, on ne passe pas d'une version hyper performante à une version qui est un veau à conduire au quotidien. Non, on passe d'une version aux performances stratosphériques à une version qui offre des performances tout à fait convaincante. Donc un petit conseil, à moins que vous ne soyez un féru de performance à tout prix, franchement, si vous devez choisir entre passer à la version supérieure, la version Dual Motor, ou vous offrir les deux packs, le pack Plus et le pack Pilote ou Pilote Light en fonction des moments où vous allez commander, à moins que vous ne soyez donc un féru de performance à tout prix, moi je vous conseille cette version avec la grosse batterie, la plus grande autonomie, avec un seul moteur qui est donc moins cher que la version Dual Motor, et vous pouvez vous offrir les packs Pilote et Plus qui sont un vrai plus au quotidien en termes d'agrément et d'utilisation de la voiture. Vous allez en profiter tous les jours de ces packs, ce qui n'est pas forcément le cas du surcroît de puissance si vous optez pour la version Dual Motor. Alors si en plus évidemment vous n'avez pas de problème de budget et vous pouvez vous offrir la totale, évidemment que celle qui vous offrira la conduite la plus enthousiasmante, ce sera la version Dual Motor avec les deux packs. Mais si vous devez choisir, très honnêtement, celle-ci, elle offre un merveilleux compromis avec les packs disponibles et un seul moteur et des performances qui sont tout à fait convaincantes. Un petit conseil, comparez, allez essayer si vous en avez l'occasion et vous verrez que cette version, elle saura certainement vous convaincre. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, on va chez Mercedes avec l'essai de la déclinaison 100% électrique de la Mercedes GLB, voiture à vocation familiale. Ce sera la Mercedes EQB, grande sœur de la EQA, qui elle est la déclinaison de la Mercedes GLA, déclinaison 100% électrique, qui m'avait laissé un excellent souvenir en termes de confort. J'espère que la EQB fera la même chose, d'autant plus que c'est une voiture à vocation familiale. Ensuite, on ira chez Volvo avec l'essai de la C40, 100% électrique, déclinaison coupée de la XC40. Et puis on ira chez Cupra également avec la Cupra Born version espagnole et donc un petit peu plus haute en couleur de la Volkswagen ID3. On verra ce que ça vaut et notamment en termes de présentation à l'intérieur. Merci de votre fidélité à Charging Station. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Et puis si vous voulez en faire un petit peu plus pour vous-même obtenir davantage, vous pouvez activer la souscription en cliquant sur le bouton rejoindre. Alors je pense que sur portable ça ne fonctionne pas, mais sur la page internet YouTube, sur la page consacrée à Charging Station, vous pouvez cliquer sur le petit bouton rejoindre au-dessus et là vous aurez pour moins d'€1 par mois, donc un tout petit montant, accès aux vidéos Charging Station avant tout le monde, en plus de soutenir la chaîne si vous l'appréciez, ça fait bien plaisir évidemment. Vous aurez accès parfois avec une semaine d'avance sur les essais Charging Station, donc sans attendre le dimanche à 18 h. En plus de bénéficier de mes conseils que je vous prodigue avec grand plaisir, vous cliquez sur le petit bouton contact à ce moment-là et vous m'envoyez un petit message si vous changez de voiture électrique ou si vous voulez passer à la voiture électrique et que vous vous posez des questions. Il n'y a pas de bêtes questions, il y a juste des questions parfois qu'on ne pose pas et c'est dommage. Donc n'hésitez pas vous à les poser et moi j'y répondrai avec grand plaisir. Merci de votre fidélité et à bientôt.